Voilà, rebonjour à toutes et à tous. Et dans la Côte Imo, Green Imo, c'est bien le sujet du jour. Nous accueillons notre premier invité, Nicolas, c'est Sylvain Boja. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. On est ravis de vous avoir sur le plateau parce que vous êtes un spécialiste de la construction, Sylvain, de l'immobilier et de l'urbanisme. Et vous êtes également un entrepreneur. Vous avez créé votre entreprise en 2019 et vous vous êtes engagé pour des villes durables et une construction plus respectueuse dans l'environnement. C'est bien le sujet du jour. Vous avez fondé à cet égard Vestac avec deux anciens d'Unibail-Rodamco Westfield, Sketchfab et McKinsey. Alors, première question, Sylvain. Un quart des émissions de gaz à effet de serre, on l'a rappelé tout à l'heure, au niveau mondial, c'est le deuxième émetteur de carbone après le transport, sont liés au secteur donc, du bâtiment. Est-ce que, très concrètement, on a une vraie prise de conscience du secteur? Est-ce que ce secteur s'est réellement bien pris et a saisi l'urgence et la nécessité de se transformer? On n'en a pas toujours l'impression. Je pense qu'au fur et à mesure, le secteur prend conscience de manière volontaire. On a vu des leaders qui avaient pris la mesure en fait, des enjeux en termes de construction bas carbone, mais également d'exploitation bas carbone et derrière également de déconstruction des bâtiments. Il faut jouer sur les trois parties du cycle de vie. Les autres, ils viennent de manière un peu contrainte, mais c'est à ça que servent les réglementations. On l'a vu depuis le 1er janvier, nous avons la RE 2020 qui est entrée en vigueur, qui pousse à une réflexion sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment. Alors justement, vous avez évoqué la RE 2020. On peut aussi évoquer la loi climat et résilience qui a été adoptée le 21 août 2022. Alors, le 2021. Décarboner la totalité du parc immobilier, c'est un objectif qui a été fixé par l'État. Et d'ailleurs, le calendrier de la rénovation énergétique sur le bâti ancien a été fixé définitivement. Ça a déjà commencé au 1er juillet. Ça va commencer au 1er juillet avec le gel des loyers pour les étiquettes F et G en termes de rénovation. Ensuite, on a un deuxième chantier 2028-2034 où on estime environ à 4 800 000 les passoires énergétiques. Le neuf a déjà fait finalement sa mue à ce niveau-là. Très concrètement, quand on voit ce calendrier contraint, est-ce que ça vous paraît réaliste d'avoir un échéancier aussi court fixé par le gouvernement? L'échéancier est court, mais il y a une urgence climatique. On ne peut pas prendre encore 20, 30, 40 ans pour résoudre ce problème-là. Il y a effectivement un travail considérable à faire sur le parc ancien, et je vous rejoins, la barre est haute. Mais l'enjeu derrière, c'est également de mettre des moyens et des ressources adaptées pour pouvoir faire cette transition. Je pense que ce qui a été fait avec MaPrimeRénov' ces dernières années a été couronné de succès. Je comprends que cette démarche va continuer et va s'amplifier au cours des prochaines années. Donc on attend de voir ce qui se passe avec les nouveaux projets de loi de finances. Mais il est sûr que pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut continuer à amplifier cet effort. Derrière, la rénovation du parc ancien n'est pas tout parce qu'on a besoin de 400 000, 500 000 logements neufs par an en plus. Et là-dessus, il y a également un calendrier qui est cranté et qui va nécessairement remettre la barre un peu plus haut chaque année. Ça paraît tout à fait irréaliste en réalité puisque sur les 800 000 dossiers générés par MaPrimeRénov', donc devenu France Rénovation au 1er janvier 2022, les 2/3 des dossiers traités, ce sont des maisons individuelles. Les 2/3. Donc on voit bien que le logement collectif, aujourd'hui, n'est pas vraiment prêt à aborder cette transition énergétique. La seule question qu'il faut poser, c'est comment on fait pour loger les Français. Je pense que il y a un travail à faire effectivement sur les copropriétés, qui aujourd'hui n'étaient pas les principales bénéficiaires de MaPrimeRénov', donc travailler sur l'adoption de ces mesures-là, sur les différents types de travaux qui peuvent être mis en place à cette échelle. Et là-dessus, on va voir ce qui se passe effectivement sur les prochains mois. Mais c'est la nouvelle frontière pour moi de la rénovation énergétique. Et après, il y a évidemment tout un enjeu du comment, au-delà des moyens. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre ces rénovations efficaces d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique? Parce que si jamais, comme on a pu le voir au début de la transition vers MaPrimeRénov', la rénovation énergétique d'une maison individuelle coûte 60-70% du coût de cette maison. Il y a une vraie réflexion de fond à avoir sur la pertinence de ces travaux. Retour peut-être sur l'activité de Vestac, Sylvain Boja. La promesse finalement de Vestac, c'est de réduire l'empreinte carbone des constructions immobilières. Quand on se promène sur votre site, en fait, on voit qu'il y a deux axes principaux. C'est déjà les matériaux utilisés et c'est la construction que vous appelez modulaire. Alors de ce que j'ai compris de la construction modulaire, c'est on ne construit pas sur site, mais on construit ailleurs des modules qu'on va ensuite empiler finalement pour créer un immeuble ou des logements. En quoi ce système de construction modulaire peut réduire l'empreinte carbone des bâtiments ?
ou en tout cas de la construction de ces bâtiments? Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui 3 enjeux pour arriver à opérer cette mue vers une construction neuve bas carbone. Il y a évidemment les matériaux qui sont utilisés, il y a les processus de mise en œuvre de ces matériaux, comment est-ce qu'on fait pour les assembler, sur qu'on génère moins de chutes, moins de déchets. Et puis derrière, il y a la qualité des assemblages pour garantir la performance notamment énergétique sur la durée de vie du bâtiment. Sur ce volet numéro 3, d'ailleurs, il y a déjà des règles très strictes et une réglementation très stricte. En revanche, sur la construction, sur la manière de construire, c'est là où c'est un peu plus à l'appréciation finalement des promoteurs. Tout à fait. Et du coup, le modulaire, de mon point de vue, est la solution pour pouvoir mettre en œuvre des matériaux plus vertueux, sans entraîner de surcoût. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, construire bas carbone, avec notamment des matériaux décarbonés comme matériaux de structure pour remplacer le béton, qui représente 8% des émissions de CO2 mondiales, ça entraîne des surcoûts. Ça entraîne à peu près 15 à 20% de surcoûts. Évidemment, En lien avec les augmentations de prix des matières premières aujourd'hui, ou même avant, sans parler de ça, d'accord. Non, effectivement, ça empire encore de jour en jour. C'est simplement que le bois, les matériaux biosourcés coûtent plus cher que le béton, évidemment. Personne n'est prêt à payer plus aujourd'hui pour ces surcoûts, ni vous ni moi en tant que consommateurs finaux de logement. Et le problème, c'est que les industriels de la construction n'avaient pas fait leur mue. On est dans une des institutions les plus archaïques, en fait, ou artisanales. Et c'est pour ça qu'il faut industrialiser ces processus, digitaliser d'une part la conception et recourir à une construction modulaire, préfabriquer certains des éléments de panneaux de plancher et de murs hors site. Et alors pour finir sur le modulaire, en fait, si je comprends bien, la promesse du modulaire, c'est l'industrialisation de cette construction avec des matériaux biosourcés, puisqu'on les construit finalement en atelier et qu'on vient les assembler, et donc on peut en construire plus et faire des économies d'échelle avec cette façon de construire, c'est ça? Tout à fait. Ça permet de penser le bâtiment dès le début en fonction de son mode constructif. On économise à peu près la moitié en temps de conception. On va réduire les besoins de main-d'œuvre d'un tiers, et puis on fait un quart d'économie sur les matériaux parce qu'on a pensé le bâtiment de manière optimale, mais jusque dans les moindres détails des différentes plaques et des montants qui vont être mis en œuvre dans sa construction. Alors c'est un peu la mode, effectivement, la mode ou la tendance, on va dire. Donc l'optimisation par des circuits courts avec quelque part la possibilité d'usiner en amont et de monter pour réduire les effets logistiques et donc les nuisances sonores. On le sait aujourd'hui que l'acceptabilité du public aujourd'hui est très difficile pour des projets d'aménagement ou de construction. Vous êtes soutenu par le Fonds européen de développement, le FEDER. Vous avez misé sur le bois biosourcé, vous avez industrialisé. Qu'est-ce que vous pensez du Building Information Model, ce qu'on appelle le BIM? Est-ce que le BIM, on avait estimé à l'époque que si tout le monde passait en chantier BIM, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc si vous avez des chiffres, on est très preneur, on pourrait non seulement économiser du volume en mètre carré et optimiser finalement les surfaces de construction. Est-ce que là aussi, la construction, avec les effets et votre conception liée à Vestac, vous utilisez d'ailleurs, le Building Information Model, et 2, est-ce que vous pensez que ça va se généraliser? Et si vous avez un chiffre, on avait un chiffre, vous allez me dire si c'est le cas, 25% des chantiers étaient en mode BIM. Alors le BIM, juste que vous rappeliez à nos auditeurs ce que ça représente, ce que ça veut dire. Le BIM, c'est le jumeau numérique du bâtiment. C'est arriver à avoir une réplique exacte. La carte vitale du bâtiment, quoi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Qui va l'accompagner d'ailleurs toute sa vie. Qui va l'accompagner toute sa vie, depuis sa construction, son exploitation et jusqu'au jour où il faudra le déconstruire. Le BIM, c'est le jalon manquant de la construction modulaire. Pour industrialiser, évidemment, nous avions besoin d'avoir une colonne vertébrale numérique qui nous permette de concevoir le bâtiment en fonction des éléments qui allaient réellement rentrer dans sa fabrication. C'est ce que font toutes les industries modernes, que ce soit l'aéronautique, l'automobile. Et donc c'est évidemment au cœur pour moi de la démarche de construction modulaire et c'est au cœur de la démarche que porte Vestac. Avez-vous des chiffres sur 10 chantiers? Quels sont les chantiers en mode BIM? S'ils atteignent 25%, c'est un miracle. D'expérience, le BIM faisait face à 2 grands écueils. D'une part, l'éclatement vertical entre la conception et la réalisation. Les architectes dessinaient sur certains logiciels et ensuite on rentrait dans une phase d'analyse technique par les bureaux d'études, puis de préparation de la fabrication, à chaque fois avec des standards et des intervenants différents. Donc pour pouvoir correctement utiliser le BIM, il faut avoir une intégration horizontale et verticale et horizontale également, parce qu'une fois qu'on arrive en chantier,
Vous l'imaginez, si jamais on a 10 entreprises qui arrivent pour faire les travaux, on aura 10 manières différentes d'utiliser la maquette numérique et évidemment, ce ne sera jamais coordonné. Donc 25%, ça me paraît très ambitieux. Chez Vestac, en tout cas, c'est 100%, ça c'est sûr. Dans la construction modulaire, on devrait tendre à 100%. Mais le reste. L'avantage du BIM, c'est une méthode qui permet en fait d'implémenter finalement différentes disciplines qui cohabitaient pas forcément, et donc d'optimiser la gestion et l'optimisation effectivement des bâtiments. On est dans le cœur de Vestac finalement dans votre conception. C'est comme ça que vous l'avez créé. Tout à fait. C'est la colonne vertébrale logicielle qui permet en fait de gérer tout le processus de conception et de construction du bâtiment. C'est un peu comme quand vous configurez une cuisine chez Ikea et que vous la faites produire en sous-éléments ensuite et que vous l'assemblez à partir d'une notice d'assemblage. Nicolas. Alors, une question sur qui va être une question presque à un entrepreneur à mi-chemin entre l'activité mais aussi la réglementation. On le disait tout à l'heure, effectivement, les normes sont très strictes en matière de consommation énergétique des biens à partir du moment où les personnes rentrent dans le bâtiment. En revanche, on suit beaucoup moins la façon dont ils sont construits à partir du moment où ils respectent les normes une fois qu'ils sont sortis de terre. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une réglementation qui vienne imposer aux promoteurs immobiliers l'utilisation de certains matériaux ou autres pour que des solutions comme Vestac se démocratisent ? Il y a différents échelons. Je pense que la RE 2020 est un bon premier jalon et va devenir de plus en plus prescriptive jusqu'en 2031 par étapes, notamment sur l'indice carbone dans la construction, donc le poids en termes d'émissions de CO2 de chacun des matériaux qui sont utilisés dans la construction du bâtiment. Ensuite, c'est aussi aux différents échelons de gouvernance de prendre la responsabilité. On voit que certains territoires, certains aménageurs, certaines villes sont moteurs en la matière et poussent à l'utilisation de certains matériaux ou de certaines techniques de construction. Merci beaucoup Sylvain Baujas. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vestac, donc d'être venu nous présenter finalement les initiatives de cette entreprise pour une construction immobilière bas carbone. Et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo.